Sans plus tarder, on va passer à la présentation suivante du professeur Marie-Pierre Bonnet, donc également à Trousseau à Paris, et qui va nous parler de la prééclampsie et des problèmes d'hémostase. C'est à toi, Marie-Pierre. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? C'est bon? Oui, c'est Ok, parfait. parfait. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, je remercie le comité scientifique de la SOIR de m'avoir proposé de participer à cette session qui est dédiée à l'hémostase des femmes enceintes et en postpartum. Et on va s'intéresser dans cette présentation plus précisément au contexte de la prééclampsie. Pourquoi s'intéresser à la prééclampsie? C'est une pathologie qui est vraiment spécifique à la grossesse, mais qui finalement ne concernera que 3% des femmes enceintes. La problématique de la prééclampsie, c'est qu'elle est associée à des complications maternelles et néonatales fréquentes. Elle augmente ce risque et la morbidité la mortalité maternelle et néonatale, qui va se traduire chez la mère par des dysfonctions d'organes et chez l'enfant par l'apparition de retard de croissance ou encore d'une prématurité induite pour cause maternelle. Les troubles de l'hémostase font partie de cette pathologie qu'est la prééclampsie et ils constituent un critère de sévérité de la prééclampsie. Sur cette diapositive, vous voyez en résumé, schématiquement, un petit peu l'évolution de l'hémostase au cours de la grossesse normale et de la prééclampsie. Donc, vous savez que la grossesse normale est associée à un état d'hypercoagulabilité qui est physiologique, avec principalement une augmentation de la synthèse des facteurs de coagulation. Pourquoi cette hypercoagulabilité? Eh bien, pour prévenir l'hémorragie du postpartum, qui est la principale complication de l'accouchement. Or, dans la prééclampsie, cet état d'hypercoagulabilité physiologique va se produire en excès. On aura une activation pathologique de la coagulation. Dans les formes modérées, cette activation de la coagulation restera compensée et elle est due principalement à une activation de l'endothélium et des plaquettes, donc, puisque la prééclampsie est une pathologie vasculaire qui touche l'endothélium principalement. Et cette activation endothéliale va s'accompagner également d'une réponse inflammatoire systémique généralisée qui se traduit donc par un excès de génération de thrombine, mais qui donc dans les formes modérées reste compensé. Dans les formes de prééclampsie sévère, cet excès d'hypercoagulabilité ne sera plus compensé, il sera donc décompensé et on assistera donc à un excès de formation de fibrine qui est dû principalement à un dépassement des inhibiteurs physiologiques que sont l'antithrombine 3, la protéine C, la protéine S. Et cet excès d'hypercoagulabilité aura une traduction clinique qui n'est pas présente dans les formes modérées, avec l'apparition par exemple de lésions rénales ou encore de lésions hépatiques. Enfin, au stade ultime et les plus sévères, on aura à la fois un excès de coagulabilité, mais qui se traduira également par un risque hémorragique, avec finalement un dépassement de l'excès d'hypercoagulabilité qui va se traduire par une coagulation intravasculaire disséminée. Le premier trouble de l'hémostase, le plus fréquent qu'on peut observer dans la prééclampsie, est le sujet qu'on vient d'aborder avec Agnès Riguzzo, qui est la thrombopénie. Effectivement, la thrombopénie est observée dans 10 à 15% des prééclampsies et les mécanismes qui peuvent expliquer cette thrombopénie sont multiples dans la prééclampsie. On l'a vu, donc la prééclampsie se caractérise par une activation plaquettaire qui va entraîner une consommation des plaquettes. Par ailleurs, l'atteinte endothéliale de la prééclampsie entraîne une destruction des plaquettes par un processus microthrombotique et donc il y aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des atteintes, une traduction clinique. Et également une troisième hypothèse d'un mécanisme immunologique est avancée puisque chez certaines femmes, des anticorps antiplaquettes ont été mis en évidence en postpartum après une prééclampsie sévère. Eh bien, le taux de plaquettes est important à observer dans la prééclampsie. Pourquoi? Parce que plusieurs auteurs ont observé une association entre la profondeur, la sévérité de cette prééclampsie et le pronostic maternel. Donc, par exemple, cette étude qui a été publiée en 2021 dans BMC Pregnancy and Childbirth montre que chez les femmes qui ont une prééclampsie, lorsque le taux de plaquettes est compris entre 100 et 150 000 par millimètre cube, eh bien, on ne retrouve pas d'association prédictive de risque de dysfonction d'organes maternels. Par contre, lorsque ce taux est inférieur à 100 000 plaquettes par millimètre cube, eh bien, vous voyez que le risque de survenue d'une dysfonction d'organes est multiplié par 4,5 et est significatif statistiquement.
Vous savez qu'à la fin de l'année 2020 ont été publiées des recommandations, une mise à jour pardon, sur la prise en charge de la prééclampsie sévère qui a été réalisée conjointement par la SFAR et le Collège national des gynécologues obstétriciens. Et la première étape de ces recommandations a consisté à redéfinir précisément ce qui était la prééclampsie sévère. Donc je ne vais pas revoir tous les critères ici, mais donc la première recommandation spécifier chaque critère qui était retenu pour définir la prééclampsie sévère, et je voulais surtout vous souligner que la thrombopénie inférieure à 100 000 par millimètre cube était donc considérée comme un critère de sévérité de la prééclampsie, notamment du fait de cette association significative avec la survenue de complications maternelles. Les experts se sont également attachés à identifier au sein de ces critères de sévérité des signes qui étaient plus pourvoyeurs de gravité. Donc là, on atteint les stades plus sévères dans la sévérité. Et on ne retrouve pas la thrombopénie isolée. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que le HELLP syndrome, qui est donc une autre complication de la prééclampsie qui peut se traduire par des troubles de l'hémostase, est cette fois-ci identifié comme un critère de gravité, donc au-delà même de la sévérité. Donc c'est très important à retenir parce que finalement la prise en charge sera dépendante de la présence de ces signes de sévérité et de gravité. Le HELLP syndrome, vous connaissez toute cette entité physiopathologique, autrement appelée donc Hemolysis Elevated Liver Low Platelet. Elle survient dans moins de 1% des grossesses, par contre elle touche 10 à 20% des prééclampsies. Si 2/3 des HELLP syndromes surviennent avant l'accouchement, il faut savoir également évoquer ce diagnostic parfois en postpartum, puisque dans quasiment un tiers des cas, on observera la survenue d'un HELLP syndrome après l'accouchement. Le tableau du HELLP syndrome associe classiquement une anémie hémolytique microangiopathique avec une cytolyse hépatique et des enzymes hépatiques qui sont classiquement supérieures à 2 fois la normale et cette thrombopénie qui est inférieure à 100 000 par millimètre cube. Il faut savoir que parfois le tableau, même biologique, peut être incomplet. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, notamment des facteurs génétiques. Vous connaissez tous des familles chez qui les femmes vont de mère en fille faire des tableaux de HELLP syndrome qui sont souvent extrêmement sévères. Il existe également des facteurs individuels ou encore des facteurs environnementaux. Mais si on s'intéresse à sa physiopathologie, le principal message à retenir, c'est de savoir que si la prééclampsie est associée à un syndrome inflammatoire diffus, eh bien dans le HELLP syndrome, cette réponse inflammatoire est encore plus exacerbée que dans la prééclampsie. Donc on observe une accentuation de cette réponse inflammatoire qui va conduire au HELLP syndrome. Donc cette réponse inflammatoire accentuée se traduit biologiquement par une hyperleucocytose et également par une activation du complément qui va entraîner notamment une diminution de la synthèse de la métalloprotéase ADAMS13. L'ADAMS13, en fait, sert à dépolymériser le facteur Willebrand. Et donc, si l'ADAMS13 est diminué, il y aura un relargage de facteur Willebrand activé qui va entraîner une agrégation plaquettaire. Par ailleurs, toujours dans le contexte de la réponse inflammatoire accentuée, on observera une augmentation de la CRP, du TNF-alpha ou encore de l'IL-6. Et donc, toute cette réponse inflammatoire et ces facteurs inflammatoires vont être à l'origine d'une microangiopathie thrombotique qui est exacerbée et qui va conduire à cette anémie hémolytique et à la thrombopénie qui est associée au HELLP syndrome. Par ailleurs, la microangiopathie thrombotique, toujours avec l'élévation des facteurs inflammatoires, vont être à l'origine d'une apoptose et d'une nécrose hépatocytaire par un phénomène ischémique. Et il faut savoir également que le placenta sécrète une protéine en excès, la protéine FAS-L, qui, elle, a un effet toxique direct sur le foie et qui participe également à cette apoptose hépatocytaire qui est observée dans le HELLP syndrome. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la réponse inflammatoire accentuée. Donc face à cette réponse inflammatoire, eh bien, les chercheurs et les cliniciens se sont tournés vers l'utilisation des corticostéroïdes dans le HELLP syndrome. Donc il y a de nombreux essais randomisés contrôlés qui ont exploré versus placebo l'efficacité de ces familles de molécules pour améliorer le pronostic des femmes qui avaient un HELLP syndrome, souvent avec des résultats qui étaient assez décevants. Et puis, il restait quand même une place peut-être pour les HELLP syndromes qui étaient les plus sévères et qui se traduisaient par des taux de plaquettes qui étaient inférieurs à 50 000. Alors, je vous ai mis ici le dernier essai randomisé contrôlé qui comparait dexaméthasone versus placebo dans les HELLP syndromes. Pourquoi ? Parce que cet essai n'incluait que des femmes qui avaient moins de 50 000 plaquettes dans leur HELLP syndrome. Et malheureusement, à nouveau, on ne retrouve pas d'effet significatif en termes d'amélioration de pronostic
maternelle, par exemple en termes de durée de séjour, de taux de plaquettes, de cytolyse hépatique ou de LDH. Des résultats que j'ai remis également dans ce tableau qui montrent notamment en termes de morbidité composite, on n'a pas d'amélioration avec un traitement par dexaméthasone versus placebo. On a un peu moins quand même d'insuffisance rénale aiguë, vous voyez dans le groupe dexaméthasone 3% versus 14% dans le groupe placebo, mais cette différence n'était pas significative statistiquement. Donc globalement, des résultats plutôt décevants et qui ont conduit les experts toujours des RFE prééclampsie sévère, prise en charge de la prééclampsie sévère, à ne pas recommander le traitement par glucocorticoïdes dans les formes de prééclampsie sévère, même dans les cas de HELLP syndrome. Le HELLP syndrome peut se compliquer d'une forme de coagulopathie extrêmement sévère qui est l'hématome sous-capsulaire du foie. Alors son incidence est très très faible, heureusement, puisque l'hématome sous-capsulaire du foie va s'observer chez 1 pour 40 à 1 pour 250 000 grossesses. Cependant, dans le contexte du HELLP syndrome, le risque de survenue de ces hématomes est multiplié par 10 à 100 fois plus. Donc si vraiment il y a un contexte qui est associé à cette complication extrêmement sévère, c'est le HELLP syndrome. Pourquoi sévère? Parce que le risque est de mettre en jeu le pronostic vital maternel par rupture de la capsule hépatique. Et dans 15%, donc, il peut conduire donc, au décès maternel. Et la mortalité néonatale est encore plus supérieure, autour de 40%. Donc une complication sévérissime. Le diagnostic, en fait, est parfois peu évident parce que la symptomatologie peut être frustre avec une douleur abdominale qui est d'intensité variable. Et le diagnostic se fera donc par une écho-abdo au lit de la patiente et une imagerie qui doit être confirmée par un scanner abdominal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment privilégier, lorsque la stabilité hémodynamique est conservée, il faut vraiment privilégier les traitements conservateurs, donc qui se traduira par finalement une correction des troubles de la coagulation qui sont observés principalement en fait par consommation des facteurs de la coagulation au sein de l'hématome et bien sûr l'anémie qui s'accompagne. Et en termes de traitement un peu définitif, donc il faut privilégier l'embolisation si on n'arrive pas à compenser l'anémie et les troubles de l'hémostase par un traitement médical isolé. Il faut savoir que le traitement chirurgical reste un traitement exceptionnel et qui surviendra uniquement en cas de rupture de la capsule parce que sinon il y a un risque trop élevé justement d'entraîner une rupture de la capsule. Je terminerai donc ces troubles de l'hémostase qui s'observent dans les contextes de la prééclampsie par une autre cause extrêmement sévère donc de pathologie hémorragique qui est l'hématome rétroplacentaire. Il faut savoir que cette pathologie donc, peut survenir également donc, dans le contexte du HELLP syndrome, mais même en dehors du HELLP syndrome. Et surtout, il constitue la première cause de CIVD obstétricale. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que le placenta est le siège d'une synthèse accrue de facteurs tissulaires. Et lorsqu'on a une atteinte, donc un décollement brutal par un hématome du placenta, eh bien, ça entraîne une lésion endothéliale qui va conduire au relargage massif de facteurs tissulaires dans la circulation générale maternelle. Ce relargage massif de facteurs tissulaires entraîne une activation importante de la cascade de la coagulation qui se traduit par une réponse inflammatoire systémique augmentée et la génération non contrôlée de thrombine. Et donc, on va observer donc un tableau de CIVD, première cause de CIVD obstétricale. Alors pour la CIVD dans le contexte de la population générale, vous savez que des scores sont proposés comme aide diagnostique, notamment par la International Society of Thrombosis and Hemostasis. Mais vous savez que l'hémostase est modifiée par la grossesse, on a vu dès le départ. Et donc finalement, ces scores sont difficilement applicables à la population obstétricale. Notamment, vous voyez que le taux de fibrinogène, le seuil qui est utilisé pour parler de CIVD, est un seuil de 1 g par litre, alors que chez la femme enceinte, on réagit plus à des taux qui sont inférieurs à 2 grammes par litre. Et par ailleurs, les auteurs retiennent aussi comme critère la présence de produits de dégradation de la fibrine, par exemple les dédimères, et alors que la grossesse est associée de manière physiologique à une augmentation de ces marqueurs. Donc plusieurs auteurs ont proposé d'améliorer ou d'adapter ces scores de diagnostic de CIVD à la population obstétricale, puisque en fait la CIVD est particulièrement fréquente chez la femme enceinte et en péripartum. Et notamment, par exemple, ERES a proposé un autre score, mais qui peut être parfois difficile à appliquer en pratique, mais qui se traduit notamment par des modifications de seuil, notamment le seuil de fibrinogène, vous voyez, qui est plus élevé que pour la population générale, et également d'enlever ce critère de présence de dédimères, de produits de dégradation de la fibrine comme un marqueur de CIVD, puisqu'ils sont présents de manière physiologique chez la femme enceinte.
Donc je terminerai par cette dernière diapositive qui donne des grands messages de prise en charge de troubles de l'hémostase dans la prééclampsie, parce que finalement, le problème, c'est qu'un seul traitement étiologique existe pour la prééclampsie, c'est la délivrance placentaire, puisque c'est une pathologie qui est liée à la présence, à la placentation. Donc ce qu'il faut, c'est enlever le placenta. Et donc cet accouchement, cette extraction fœtale qui est associée à la délivrance placentaire est parfois très délicate dans un contexte de trouble de l'hémostase, surtout lorsqu'on assiste à une coagulopathie à risque hémorragique, comme on a vu ensemble l'HRP ou encore les hématomes sous-capsulaires. En ce qui concerne la coagulopathie en tant que telle, surtout lorsqu'on est face à des complications hémorragiques, il s'agira d'un traitement symptomatique, donc transfusion de plaquettes avec des seuils qui sont identiques à ceux rappelés par Agnès Riguzzo précédemment. Finalement, dans ces contextes de troubles biologiques, lorsqu'il n'y a pas de symptomatologie hémorragique, on gardera un taux de plaquettes supérieur à 75 000 et inférieur à 50 000 en l'absence de symptomatologie hémorragique. On apportera également des facteurs de la coagulation par du fibrinogène concentré et des PFC. On évitera d'aggraver cette coagulopathie par une hémodilution. Un élément qui est intéressant aussi, qui a été évoqué dans les recommandations de 2020, c'est un traitement par sulfate de magnésium dans les formes graves de la prééclampsie, et le HELP syndrome en fait donc partie. Donc c'est une indication à traiter les femmes par sulfate de magnésium, notamment par une diminution significative de la survenue d'hématomes rétroplacentaires dans les contextes de HELP. Enfin, ce qui est un autre aspect très important dans la prise en charge, c'est finalement de surveiller de manière rapprochée ces femmes qui sont à haut risque de complications extrêmement sévères, à la fois de manière clinique et paraclinique, donc en répétant les bilans biologiques. Et notamment, il y a très probablement un intérêt à la biologie délocalisée chez ces femmes, puisque souvent on a besoin d'agir rapidement pour leur prise en charge, et donc ça permet surtout de diminuer les délais d'obtention des résultats. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Pierre pour cet exposé également très à jour et très intéressant.